Bienvenue chez Cerveau Puissant, le podcast des phrases qui réveillent. Un espace où l'on parle de ce qui façonne une vie, des peurs qu'on dépasse, des mots qui sauvent, des chocs qui révèlent, des valeurs qui tiennent debout. Chaque semaine, je vais chercher la phrase fondatrice d'une personnalité, une phrase qui a construit, brisé, transformé ou sauvé. Parce que certaines paroles deviennent une boussole, parce que tout commence par une prise de conscience, parce que chacun porte en lui une lumière en attente. Et j'ai la chance d'être soutenue pour ce podcast par l'agence de communication Surf. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme dont la parole éclaire autant qu'elle apaise. Christelle Albaret, psychosociologue, pionnière de la santé mentale intégrative et fondatrice de la clinique e-santé. Christelle, tu es une voix incontournable dès qu'il s'agit de comprendre le mental, les émotions, les blessures invisibles et la façon dont on se reconstruit après les ruptures de la vie. Ce qui te rend unique, ce n'est pas seulement ta maîtrise des mécanismes du cerveau, c'est ta manière de relier la science à l'humain, de faire descendre des notions complexes dans notre quotidien, de donner des outils concrets pour redevenir auteur de la trajectoire intérieure. Tu as accompagné des milliers de personnes, des parents, des couples, des entrepreneurs, des personnes en pleine tempête émotionnelle ou en quête d'un nouveau souffle. Tu sais parler du trauma avec délicatesse, de la résilience avec précision, du cerveau avec clarté. Et surtout, tu sais révéler ce qui, en chacun de nous, demanderait à être entendu. Dans tes prises de parole multiples, podcasts, conférences, émissions, on retrouve toujours ta même signature. Une parole vraie, sensible, ancrée, qui va chercher derrière les mots ce qui se joue réellement. Aujourd'hui, j'avais envie avec toi d'aller au cœur de ce qui t'a façonné. Les phrases qui t'ont porté, les ruptures qui t'ont redirigé, les éclaircies qui t'ont construite. Bienvenue chez Cerveau Puissant, Christelle. Merci Claire, que de jolis mots, ça me touche, ça me met en... Comment dire oui, ça me touche, parce que c'est... je me reconnais, voilà, aujourd'hui. Alors, nous, chez Cerveau Puissant, on commence toujours de la même manière. On dit que chaque vie tient dans une phrase, ou dans plusieurs phrases et plusieurs adages. Quelles seraient les tiennes ? Si j'avais une phrase, en fait, qui me relie à tout, c'est vrai, le mot vrai. Et je pense qu'on va en parler ensemble aujourd'hui. Et avant de préparer cette émission, tu m'avais dit, tiens, Christelle, il y a une chose qui est intéressante, c'est que j'aimerais pouvoir que tu me donnes trois citations qui parlent de toi. J'ai réfléchi à ça. Déjà, j'ai trouvé que cette idée était absolument géniale, je tiens à te le dire. Et donc, j'ai réfléchi aux trois citations, en fait, qui ont jalonné ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et je te propose, du coup, peut-être de te parler un peu de moi, ce que je n'ai peut-être jusqu'à présent que très peu fait, parce que je suis plus à écouter les autres, à décrypter la vie des autres, et donc me mettre un peu à distance, en retrait, pour laisser la place au rayonnement de l'autre. Et donc, je vais t'expliquer un petit peu ce qui m'a peut-être amené jusqu'ici aujourd'hui. Merci. Alors, qui es-tu ? Non pas parce que tu fais, mais parce qu'il t'anime vraiment. Je crois que ce qui m'anime vraiment, c'est l'autre, bien entendu, mais au-delà de ça, c'est j'ai envie de dire la vérité de chacun, l'authenticité de chacun, le vrai de chacun. Parce qu'en réalité, depuis des années que j'accompagne, que j'ai décrypté, que j'ai fait des recherches et autres, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on passe une vie entière à essayer de se donner des permissions, de se sentir légitime de chaque chose de notre vie. Et donc, on passe plus de temps à s'éviter qu'à se rencontrer. C'est un peu ça qui m'a animée. Elle est belle, cette citation. Elle est venue comme ça. C'était la première ou non ? Pas du tout. Alors, quelle est la première citation ? La première citation pour te résumer. qui a été une première partie de ma vie, c'est cette citation de Darwin qui disait « Ce ne sont pas les espèces les plus fortes et les plus intelligentes qui survivent, mais celles qui s'adaptent le plus au changement. » Et dans cette citation de Darwin, il y a des mots-clés qui sont importants. Le premier, c'est survivre. Et les espèces qui survivent. Et moi, il y a une période de ma vie où il a fallu que je survive. Très jeune. Et en fait, ma façon de survivre, à moi, de m'adapter, ça a été de m'adapter à ce qui, à un moment donné, aurait pu me détruire. Et que c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai décidé d'être forte. Donc, la première partie de ma vie, ça a été de m'adapter et de pas sombrer, de pas me détruire. J'ai eu, à un petit peu moins de 6 ans, j'ai vécu un abus sexuel je suis morte en fait, ce jour-là, je suis morte. Donc, comme je suis morte, j'ai envie de te dire, il ne me restait plus qu'une chose,
c'était de savoir comment j'allais revivre. Mais au démarrage, je ne suis pas repartie dans le mode revivre. Je suis partie dans le mode survivre. À ma façon à moi, survivre, ça a été d'être forte. Et justement, quand tu repenses à cette phrase de Darwin, c'est avec le temps, et en préparant cette émission, je me suis dit, mais c'est vrai, cette citation, pourquoi Darwin, cette phrase m'a autant, et toi ça me donne la chair de poule, m'a autant marqué. Mais c'était ce mot survivre. Ma façon à moi, ça a été en effet de m'adapter à ce que je venais de traverser. J'ai fait une amnésie pendant un temps de cet événement. Ce qui est le cas de beaucoup de victimes. Oui, exactement. Beaucoup de C'est victimes. très classique de faire C'est soit un le déni, grand soit classique. l'amnésie. Et souvent, c'est peut-être parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans. Moi, c'est revenu vers l'âge des bribes la première fois vers l'âge de 16 ans. Et vraiment, c'est revenu au moment où j'ai eu mon premier enfant. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, au début, je me suis construite forte. Et je me suis dit, plus jamais personne ne me détruira. Et donc, le seul moyen, c'est d'être forte. Alors, c'est génial. J'ai développé des qualités, des compétences, sauf qu'en fait, ça m'a amputé d'une partie de moi. C'est que pour moi, la seule chose qu'il fallait dans la vie, c'était être forte. Mais quand tu es forte, ça coupe de toi, ça te coupe de la relation avec les autres. Et ça, je m'en suis rendu compte dans une deuxième étape de vie. Est-ce que tu as eu l'impression justement que tu n'acceptes pas ta vulnérabilité parce que c'est vrai que très souvent, tu as raison, on nous demande d'être fort. Et nous les femmes et même les hommes d'ailleurs, il faut être fort dans la vie. Mais en fait, finalement, est-ce que la vulnérabilité exposée comme tu viens de le faire n'est pas la plus grande forme de force? Aujourd'hui, c'est pour moi la vraie vie, elle est là. Et avec ce que je vais t'expliquer par la suite, oui, bien entendu, c'est qu'en fait, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, ce que j'incarne, ce vers quoi j'emmène les gens autour de moi, les gens que j'accompagne, les prises de parole et autres, c'est comment le fait d'être vrai, alors déjà, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on sait tous le faire, ça devrait être naturel, et c'est l'endroit où on sera le plus juste. Parce que dans la vie, on va dire, je vais être vrai. Il y a des gens qui vont m'aimer, il y a des gens qui vont pas m'aimer, mais au moins, ce sera pour ce que je suis. Et moi, je saurai où je vais. Et depuis que je suis ce que je suis, quelle paix intérieure. Voilà. Ouais. Et puis tout est possible. Parce que je pars de moi, en fait. Je suis partie de moi, pas de quelqu'un d'autre. Merci pour cette confidence. Est-ce que tu as l'impression que ce qui t'est arrivé, ce que tu viens de nous confier, c'est pour ça que tu es devenue psychologue? Parce que tu voulais réparer les autres? C'est pas venu tout de suite. J'ai eu besoin d'un deuxième effet qui se coule, bien entendu. 2007, j'apprends que j'ai un risque important de cancer du col de l'utérus. C'est bizarre, hein, ça fait un petit lien quand même entre les deux. Et je dois subir une conisation. J'ai eu la chance de ne pas avoir de traitement lourd. Et donc, j'ai envie de dire que j'ai eu la prise de conscience sans des conséquences trop graves. Et donc, je remercie la vie pour ça. Mais ça a été un vrai bousculement pour moi. Mais quand je dis ça a été ce jour-là, ça a été là le basculement. Là, t'as quel âge? Là, on est en 2007, j'ai un petit peu, je suis dans la trentaine à peu près. Et dans cette année-là, je bascule. Quand je dis je bascule, il y a eu un avant et un après. Il y a eu la Christelle avant et la Christelle après. Par contre, cette Christelle, elle a fait une transition, mais il y a eu une construction. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais un avant et un après. Et pour la petite anecdote par rapport à ça, avant 2007, j'avais les cheveux un peu comme toi. Ou parfois raides, ou peut-être. Tu sais que moi, je les ai comme toi, en fait. Ouais. Et de ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais j'aurais les chignons, qu'on me tire. J'allais devenir ce que je suis. Donc, j'ai laissé mes cheveux être ce qu'ils sont, frisés. Et aujourd'hui, pour information, il ne faut pas qu'on touche à mes cheveux. Parce que quand, par exemple, je suis en télé, on me dit « Ah, tu veux pas qu'on te fasse un lissage autre ?» C'est vraiment, c'est comme si on m'amputait d'une partie de moi. Voilà, je te donne cette... Et beaucoup de femmes qui ont les cheveux ondulés. Alors après, moi, en vrai, c'est parce qu'ils ne sont pas, pardon pour la petite question, ils ne sont pas aussi bien ondulés que toi. Et donc, à choisir, parfois, j'aime me les réduire. Mais c'est vrai que c'est un discours que beaucoup de femmes ont en disant on aime lâcher nos cheveux, en fait. Oui. C'est une forme de liberté, d'expression. Pour moi, c'était me réapproprier. Et donc en 2007, je lâche tout, je reprends mes études de psy. Et donc, j'ai eu une vie avant. Et à partir de 2007, je reconstruis cette vie-là qui est la mienne. Donc, je reprends mes études. Et là, c'est une première réintégration de moi.
Et il y a la deuxième citation, du coup, qui arriverait à cet endroit-là, ça serait de dire, en fait, j'ai une émotion, donc je ne vais pas pouvoir la dire tout de suite. Il faut que j'attende 30 secondes, si c'est OK. On attend, évidemment. Il faut que je redescende. Donc, dans ce deuxième basculement, et je vais le mettre en place je vais le relier à la deuxième citation que j'avais prévu de te transmettre, c'est celle d'Hélène Keller qui dit quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Toujours. Et cette citation-là, elle m'a éclairée, elle m'a guidée. Parce qu'en effet, déjà d'une part, je fermais une porte, cette porte de cet ancien chapitre de ma vie. Et j'ai compris que j'aurais plus besoin seulement d'être un avatar, un personnage qui a besoin de se mettre dans une autoprotection, mais que j'allais m'ouvrir à moi. Ça n'a pas été un chemin aussi facile qu'on l'imagine. J'ai fait tout un gros travail thérapeutique. En même temps, j'ai repris mes études de psy en tant que psychothérapeute en santé intégrative. Et là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, je vois tout un nouveau monde qui s'ouvre, en réalité. Et il n'y a pas de pression. C'est juste, mais ce qui est dingue, c'est de se dire que naturellement, je commence à être à ma juste place. Et là, et quelques années après, eh bien, d'avoir accepté de fermer une porte pour ouvrir quelque chose, je me suis retrouvée à me retrouver en télé, à faire parler ma voix avec ma particularité, la personne que je suis, parce que j'aime avoir une parole vraie. Là aussi, en psychologie, j'étais la seule psy qui n'aimait pas les psys à l'origine, parce que je trouvais qu'il y avait un monde entre la façon dont on enseignait la psychologie et qu'il y avait un écart avec notre vrai besoin, le jargon, et puis aussi cette façon de dire, par exemple, c'est comme génial le domaine de la psychologie. Si un patient, par exemple, traîne pendant 10 ans en thérapie, on dit c'est lui qui résiste, toute la responsabilité chez lui. Je me disais, je trouvais quand même que ça manquait d'outils, de protocoles. Et là, je suis allée donc me former un peu plus avec toutes les techniques nord-américaines que je trouvais beaucoup plus adaptées, notamment au Canada. Je trouvais qu'il y avait vraiment des vraies approches qui me correspondaient. Et j'avais envie d'être dans ce que j'appelle une démarche de santé intégrative, qui n'est pas de dire, pas une guerre de chapelle. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Il y a des Freudiens, des Lacaniens, des Jungiens. Et alors, il fallait choisir sa case. Mais moi, je n'avais pas envie de choisir une case. Et puis, je me suis dit, mais en fait, une personne qui vient, chaque personne est singulière et c'est à nous de nous adapter à notre patient, pas le contraire. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi une école qui pratique la psychothérapie intégrative, ce qui veut dire qu'en fait, il va y avoir plein de courants qu'on va utiliser, plein d'outils, plein de protocoles, et en fonction du patient, en fonction des besoins on utilisera exactement le médecine protocole qui s'adapte au patient. Oui, alors là, on parle moins de médecine quand on parle de psychologie, mais en effet, même dans la médecine intégrative, notamment quand celui qui œuvre beaucoup, je trouve, là-dessus, c'est Alain Toledano, l'Institut Ravel, qui travaille et qui vraiment prend le micro pour expliquer vraiment ce que c'est que la médecine intégrative. Parce que, par exemple, dans les protocoles d'accompagnement du cancer, il a été une des premières personnes à dire oui, l'art-thérapie, ça a sa place pour pouvoir réparer quelqu'un. Oui, le fait de, par exemple, prendre soin de sa peau, se maquiller, ça fait partie, en fait, de tout un travail de soi d'intégration. Moi, on me dit souvent, par exemple, Christelle, quelqu'un qui est en dépression. Si j'arrive et que j'ai quelqu'un qui est en dépression ou qui est burn-out, je vais pouvoir lui dire à un moment donné, dans le cadre, entre guillemets, de l'accompagnement et en parallèle de la thérapie, il n'y a pas que la thérapie. C'est, par exemple, oui, l'acupuncture, ça va être super efficace. Oui, pour une autre personne, le fait de faire du Reiki va lui permettre d'être efficace. L'art-thérapie, pour quelqu'un qui est trop dans le mental, ça va être efficace. Voilà. Mais c'est l'expérimentation qui montre ça. Le sport, pour certaines personnes, ça va être efficace. Il n'y a pas qu'une seule façon de pouvoir traverser les choses de la vie. Et c'est ça que j'aime, c'est pouvoir me dire, ok, dis-moi comment tu es, dis-moi comment tu fonctionnes, et je vais te faire une sorte d'ordonnance de santé intégrative. Et dedans, il y a cet accompagnement au travail thérapeutique, mais il y a tellement de choses autour.
Et je trouve que ça remet la personne acteur de lui-même et on ne pathologise pas une personne. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et en fait, c'est grâce à le fait que tu sois passé par là qui t'a permis de comprendre encore mieux les solutions à apporter à tes patients. Oui, je pense qu'en fait, d'avoir traversé ma vie à ma façon et d'avoir décidé de moi-même de ne pas me victimiser, de ne pas me pathologiser dans ce que j'ai fait. Pourtant, aujourd'hui, il y a énormément d'informations. Mais moi, par exemple, j'ai eu des TOC, j'ai eu de l'anorexie, j'ai eu des gros problèmes d'allergie, de l'asthme. Aujourd'hui, quand j'en ai fait le décodage biologique plusieurs années plus tard, j'ai compris. Mais à l'époque, il n'y avait pas assez de décodage. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, quelque part, pourquoi, par exemple, j'étais une des premières psy à me retrouver sur YouTube avec la plus grosse chaîne qui parle de santé mentale. Aujourd'hui, ça paraît une évidence quand on dit, mais quand j'ai commencé, on m'a dit, mais Christelle, tu ne vas pas parler de santé mentale sur YouTube. Enlève déjà le mot mental, santé mentale, ça fait maladie. Je lui ai dit, non, je vais l'assumer. Par contre, vous allez voir, je vais l'aborder avec mon humour, avec mon ton. Je veux que ce soit accessible pour tous. Je veux pas que ce soit un jargon. On a l'impression qu'il y a une asymétrie dans la relation. C'est pas vrai. Alors justement, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes et qui touche énormément de personnes. On a déjà fait un sujet ensemble là-dessus, sur la santé mentale. Comment toi, tu définirais le burn-out? Et deuxièmement, quels sont tes conseils pour en sortir avec toutes les choses que aujourd'hui tu enseignes à tes patients? Tu veux dire la santé mentale ou le burn-out? Le burn-out. Qu'est-ce que le burn-out et comment on peut s'en sortir? En fait, le burn-out, c'est un épuisement à la fois physique, psychique et émotionnel. C'est-à-dire que c'est un point de rupture. Alors, le burn-out, c'est pas que professionnel. Burn-out maternel, burn-out scolaire, c'est quand on a le sentiment qu'on se sent en impuissance pour pouvoir, continuer. Voilà. C'est vraiment un point de rupture. Et en règle générale, le burn-out, on se dit, on ne le voit pas arriver, mais en fait, si. Il y a eu tous les signaux faibles avant, mais comme jusqu'à présent, on a tenu, on se dit, pourquoi ça ne tiendrait pas une semaine, un jour de plus? Et en réalité, c'est pour ça que ça ne prévient plus, parce que ça a déjà prévenu. On a trop encaissé, en fait. Donc, l'idéal pour traiter le burn-out, c'est de l'anticiper, d'accord? Ça se guérit une fois que, si on a vraiment fait un burn-out, ça se guérit, mais il y a des fois des risques de séquelles, ça prend du temps. Donc, tout ce qu'on peut anticiper pour l'éviter, c'est mieux. Donc, pour moi, c'est soyons attentifs aux signaux faibles. Quand on commence à devenir, on se reconnaît plus, on est irritable, on n'a plus envie de parler avec les gens alors qu'on est sociable. On a des sautes d'humeur ou des instabilités d'humeur. On perd le sens. Parce que, par exemple, quelqu'un qui bosse beaucoup, qui est à fond, ne va pas faire un burn-out. Pas forcément. Ce qui fait que tu vas faire un burn-out, c'est quand déjà tu vas trop loin, mais que tu as un sentiment que tu perds que le sens de le faire est compliqué. Par exemple, un entrepreneur peut tenir hyper longtemps et pas dormir la nuit, tout se passe bien. Mais si, par exemple, il se retrouve, par exemple, avec... on vient de lui mettre des investisseurs et qu'on lui demande, par exemple, d'arrêter la qualité et puis juste de plus respecter son système de valeurs, là, il risque le burn-out. Parce qu'il va aller à contre-soi. Donc, en règle générale, je dis retenez une chose. Quand vous commencez à aller à contre-soi, à contre vous, il y a des risques. Burn-out, dépression ou autre d'ailleurs. J'essaie de schématiser comme ça. Hein. Je ne suis pas puriste, mais c'est pour donner des déclics. Alors, autre question qui est aussi liée avec le burn-out, mais selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui blesse le plus les êtres humains aujourd'hui? J'ai envie de te dire que ce qui blesse le plus, en fait, c'est de ne pas être soi. Voilà, en vrai. Tu sais, il y a un truc quand même génial, tout le monde dit « j'adore cette personne, regarde, elle est hyper naturelle. » Et on a tous envie et ça l'a porté tous. Mais par contre, en règle générale, on peut passer une vie entière à être dans un avatar. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment de travailler les permissions et la légitimité d'être soi. Tu vois, j'ai une petite anecdote. Je courais avec un ami ce matin et il va monter sa boîte et je sais ce que c'est de s'autoriser à ça. Et puis, on parlait d'un sujet, il me dit « ouais, mais pour faire telle chose, je ne serais pas légitime. » Je dis « attends. Je ne suis pas légitime comme telle personne de faire ça. » Je lui dis « attends, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Tu es légitime. Tu es légitime. Pourquoi? Parce que la légitimité, on se trompe. On va chercher la légitimité en attendant que quelqu'un nous dise « tu as le droit, tu as la permission d'être ça. » C'est une erreur. La légitimité, elle vient de soi.
je suis légitime de. Tu crées ton podcast, c'est ton podcast, tu attendrais qu'une personne te dise On n'a ça pas y est, c'est bon, tu as le droit. on n'a pas besoin de demander Tu es l'autorisation. légitime. D'accord. La légitimité, c'est la permission de. Donc, s'il y avait vraiment ce qui nous comment dire, nous éloigne de nous-mêmes et peut faire qu'on passe à côté de sa vie, c'est quand on attend le miroir de l'autre, la légitimité qui viendrait de l'extérieur. Quels sont tes ancrages quand tu vacilles aujourd'hui? Mes ancrages, quand je vacille, allez, je dirais que j'en ai 3. Le premier, c'est le running. Je cours beaucoup. Comme tu le sais, j'adore le trail. Alors, pas du tout dans la performance. Je peux courir 5h, 6h, 7h, 8h, 9h. Mais alors, sans pression. Juste, c'est une forme un peu, presque pour moi, c'est un peu une transe où c'est méditatif. Je m'appartiens. C'est la beauté des paysages. Ça monte, ça descend, ça m'amuse. Voilà, j'adore. Donc ça, déjà, première chose, le trail. La deuxième chose, je l'ai découvert il y a peut-être 2 ans. Tu vois, j'ai traversé une période un peu difficile où comment dire, avec mon ancienne entreprise, la clinique e-santé, j'étais en pleine levée de fonds. Il y avait des moments douloureux et tout qui m'éloignaient un peu de moi. Et j'avais besoin de me recentrer. Et chaque jour, je me suis rendu compte, mais c'est maintenant, tu vois, pareil, en préparant le podcast, je me dis, ça, c'est marrant, ça. Chaque jour, j'avais une sorte de rituel. Je prenais le temps pour me maquiller. Alors, je ne suis pas une personne très, comment dire, hyper lifestyle, machin, mais je me suis rendu compte, et d'ailleurs, c'est de plus en plus, d'ailleurs, maintenant, j'aime bien. Moi aussi. Tu vois, c'est une nouvelle chose que je n'avais pas avant, mais que j'apprécie maintenant. Et en fait, me maquiller, c'était une façon pas du tout de rentrer dans un personnage, tout sauf ça, mais c'était une façon de me dire, t'as de la valeur. C'est marrant, hein, mais c'était ces étapes et je me dis, ok, je me prépare pour être là, pour prendre la lumière, mais ma lumière intérieure en fait, hein, pas, c'est tout sauf ça, c'est le mur, voilà. Après, je suis une convaincue. Voilà, c'est pas superficiel. Non, c'était quelque chose pour me faire du bien et de me dire, vas-y, tu vas pouvoir traverser. Et ce moment-là, il me donnait de la force. Mais tu sais, c'est de la même manière qu'on prend une douche, on se brosse les dents, on C'est brosse ça. les cheveux. Voilà. En fait, se maquiller, c'est pas superficiel, c'est s'ancrer un moment à soi Ouais. pour capter ou pouvoir se sentir légitime, à nouveau, comme tu dis, légitime, de capter une lumière qu'on a envie d'avoir sur nous. Et puis, je crois qu'en fait, d'ailleurs, en parlant de ça, je crois que ce qui l'a construit, en réalité, c'est grâce à la télé, le HMC. Le HMC, habillage, maquillage, coiffure, c'est le moment qu'on a avant l'émission. Et en fait, depuis 9 ans que je travaille en télé, ce moment clé, c'est un moment hyper précieux. Pour moi, il faut savoir que les invités, quand ils viennent, c'est le moment le plus précieux. C'est le moment qui les prépare juste avant l'émission. Et en fait, on s'appartient. C'est un moment cocon. Et en réalité, pour moi, pourquoi le maquillage est devenu, c'est qu'en fait, c'est devenu ce moment cocon, ce moment de préparation. Et ensuite, après, on dit, on peut y aller. Je peux engager ma journée. Écoute, moi j'ai l'immense chance, et tu le sais, d'être accompagnée depuis des années par Bobby Brown, que je remercie, qui m'a évidemment maquillée aujourd'hui. Et j'ai longtemps, comme toi, considéré que c'était superficiel d'être maquillée, que c'était être pas forcément justement dans l'authenticité. Tout sauf ça. Et en fait, je te rejoins complètement. Je trouve que c'est un moment plaisir. Enfin, chacun a ses moments. Il y en a, c'est le chocolat, d'autres, c'est le poker. Et moi, je trouve, il faut vraiment le dire aux femmes et aux hommes d'ailleurs aussi qui nous écoutent, que une femme qui se maquille, c'est pas du tout superficiel. C'est quelque chose qui va lui permettre en fait de s'ancrer encore plus dans ce qu'elle a envie de faire, sa mission. Et notamment une chose à faire, tout le monde n'a pas forcément les moyens de se dire, ok, je vais y avoir quelqu'un qui me maquille et autres. On peut le faire entre copines. Exactement. C'est un truc super. Un vrai raffarage. Exactement. Et je crois qu'il nous manque une troisième. On a le trail, le maquillage. Oui, le troisième, c'est l'écriture. Écrire. Alors, il faut savoir que j'ai fait des travaux de recherche sur les effets de l'écriture. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle la TPEN, thérapie par exposition à la réalité narrative. C'était un des concepts clés que j'ai mis au sein de la clinique e-santé, qui était on avait son psy dans la poche et tous les jours, on pouvait écrire avec à son psy. Le fait d'écrire est quelque chose qui permet, en fait, déjà, de dire que de rendre vrai ce qu'on ressent à l'intérieur, et ensuite de pouvoir le poser, le mettre à la bonne distance. Et c'est un vrai nettoyage émotionnel. Moi, j'écris quand je peux pas parler ou quand j'écris, et c'est quelque chose qui me fait du bien, qui m'apaise. Ouais. Pareil, je suis complètement alignée avec toi, tu le sais. On sait, c'était une magnifique rencontre.
sur ces valeurs. J'ai une autre question. Est-ce que tu considères que la spiritualité est importante dans ta vie et pour surmonter, en tout cas, les obstacles que tu nous as gentiment partagés? Chacun a sa forme de spiritualité. Pour moi, la spiritualité, il y a la spiritualité laïque, spiritualité religieuse. En réalité, c'est ce à quoi on croit. Pour certains, c'est la religion. Pour d'autres, ils vont croire en l'univers. Pour d'autres, ils vont croire en la réincarnation. En fait, ça parle de quoi? Donc, de nos croyances et donc ce qui fait sens pour nous, ce qui nous ancre. Moi, personnellement, par exemple, j'ai eu, à un moment donné de ma vie, besoin de me dire, en tout cas, de m'accrocher à quelque chose qui me disait, en fait, je pars du principe, mais c'est quelque chose qui est pour moi, on est d'accord, que je dis pas que c'est une vraie, je dis qu'en fait, c'est quelque chose qui fait sens. Ça m'aide dans la vie. Donc pourquoi je m'en priverais? C'est de me dire que j'ai plusieurs vies. Et que dans cette vie-là, les épreuves, je suis venue pour vivre ça. Et donc, il faut que je le vive. Donc, dans cette vie-là, je vais vivre ça. Alors, ok. Et ça m'aide à donner sens, même à des choses qui parfois, sinon, ce serait insensé. Et il faut savoir que quelque chose qui est insensé, sans sens, nous amène souvent à pouvoir sombrer. Donc, c'est ma façon d'avoir du sens et je trouve que la spiritualité, c'est quelque chose qui nous permet de mettre du sens à nous. Alors, c'est amusant parce qu'il y a ce concept, c'est toi l'experte, où on te dit que l'inconscient, enfin la conscience et l'inconscient, enfin le cerveau ne distingue pas la réalité de notre visualisation. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Parce que c'est aussi lié à ça, en fait. C'est que si on croit éperdument en quelque chose sans jamais lâcher, en fait, notre cerveau considère que c'est réel. Alors, il y a une chose qui est géniale, en effet, et la préparation mentale, d'ailleurs, pour les sportifs de haut niveau. D'ailleurs, quand je parle de la préparation mentale, c'est pas d'ailleurs que pour les sportifs de haut niveau, on peut se l'appliquer à soi. Mais dans le concept de visualisation, l'exemple que je redonne, que tu as peut-être déjà vu et que les personnes qui vont nous écouter ont certainement déjà entendu parler, mais c'est les personnes, par exemple, qui sont les... comment on appelle ça, les aviateurs. En fait, c'est pas les aviateurs, je me retrouve plus le mot. Les pilotes, merci, l'aviateur. Christelle, 19e siècle, revient ici. Donc, les pilotes, en fait, quand, par exemple, pour le 14 juillet, ils font toute leur figure et tout ça, ils le visualisent, ils le revivent mentalement. On est d'accord? C'est une façon d'ancrer. Et pour le cerveau, ce que l'on visualise, c'est exactement de la même façon que si on y était dans le réel. Donc, oui, le cerveau a cette capacité-là. La visualisation, il n'y a pas de... c'est ce qui permet, ce que l'on pense et ce que l'on vit en pensée, permet à notre cerveau de se préparer à le faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit, si tu veux le vivre, projette vraiment la vie que tu veux avoir, et c'est ce qui te permettra d'aller dans cette direction-là. Walt Disney, avec cette magnifique citation, disait « Si tu peux le rêver, tu peux le vivre », mais c'est un peu ça. Il expliquait les concepts des neurosciences sans le savoir, parce que c'est le principe même de la visualisation. Et pourquoi on n'apprend pas ça aux enfants alors à l'école? Alors là, tu prêches une convaincue. Je pense que le monde change. Le monde change vraiment à chaque... on y vient de plus en plus, et je crois que dans ce monde en mutation, il y a une vraie conscience beaucoup plus importante de l'intelligence émotionnelle et des capacités du cerveau. Moi, il y a une chose, par exemple, que je trouvais exceptionnelle, que je partage avec toi, qui est notamment ce que j'appelle l'élagage synaptique dans le cerveau. Ce truc-là est génial, par exemple. Je l'explique. J'ai simplifié, mais tu vas voir, élagage, ça me fait penser à quoi? On élague les branches. L'élagage synaptique, c'est la capacité de notre cerveau, tout simplement, en fait, à conserver que ce qui est important. Donc, si je pense à plein de choses négatives, c'est pas compliqué, elles sont là, et le cerveau pense que c'est, comme on y pense tous les jours, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut bien s'en rappeler. Mais si par contre on commence à lâcher ces pensées négatives, ce qui nous intoxique à l'intérieur de soi, dans un travail thérapeutique par exemple, on va commencer à regarder nos croyances différemment, à apporter un nouveau regard sur les choses. Eh bien, notre cerveau va commencer à amorcer une autre façon de penser, un autre comportement, d'autres choses.
Et l'élagage synaptique va permettre quoi? Tout simplement d'épurer l'ancien système pour laisser arriver le nouveau. Les belles branches. C'est génial. Et pour te prouver que ça fonctionne, je vous donne un exemple sur l'élagage synaptique, c'est que on a tous des choses où, en fait, par exemple, pendant des années, si t'en parles, tu les connais par cœur, puis un jour, tu sais pas pourquoi, tu n'en as pas parlé pendant 6 mois, tu veux en parler, que tu connais par cœur à l'origine il y a 6 mois, tu dis, mais j'arrive même plus à en parler. Ça t'est déjà arrivé, ça? Ouais, c'est vrai, bien sûr. Et ben voilà, le cerveau, ce que tu n'utilises pas, il élague, il archive. Alors, on retient ça et on se dit, en fait, si aujourd'hui, la personne que je veux devenir, comme j'ai toujours, comporte-toi aujourd'hui comme la personne que tu veux être demain. Comporte-toi aujourd'hui comme la personne que tu veux être demain. Pense comme la personne que tu veux être demain. Agis comme la personne que tu veux être demain. D'accord? Aie les émotions de la personne que tu veux être demain. Et donc, tu vas déjà l'incarner et en fait, ça va devenir naturel. Merveilleux. C'est parfait pour cerveau puissant, tout ce que tu viens de nous dire. Quelle femme, pour bientôt terminer, quelle fraise t'accompagne en ce moment et te porte? Alors, la citation qui m'accompagne en ce moment, c'est, je dirais, celle de Oscar Wilde. Sois toi-même parce que de toute façon, les autres places sont prises. C'est vrai que celle-là, elle est géniale. Voilà. Et en fait, elle devrait être inscrite, tu sais, sur je sais pas, dans la cheval de tout le monde. Sois toi-même parce que les autres places sont prises. C'est ça. Et c'est ce qui incarne le plus que je crois que je suis aujourd'hui. Donc, cette troisième phase de vie, c'est que j'assume pleinement d'être vrai, d'être ce que je suis, dans mon authenticité, dans mon vrai, et que je suis vraiment convaincue de la puissance du vrai. Et de la qualité des rencontres que ça donne, d'accepter, tu vois, je ne suis plus dans les ou, mais dans les et. Je peux être forte et vulnérable. Je peux être joyeuse, fofolle et en même temps extrêmement rigoureuse et avoir de la profondeur. Je peux à la fois pouvoir dire non et dire oui quand c'est nécessaire. Et c'est cette puissance du vrai, pour moi, c'est la réunification. Écoute, ça se sent dans tout ce que tu viens de nous raconter. C'est vrai que c'est extrêmement touchant et inspirant en fait d'entendre les gens se dévoiler. Donc je te remercie de ta confiance, de nous avoir dévoilé ça dans Cerveau Puissant. Je suis sûre que ça va inspirer et faire rayonner tous les gens qui vont nous écouter. Moi-même, j'étais très émue. Tout à l'heure, j'ai émis un petit rire, mais c'était un rire plus d'émotion. Parce que souvent, en fait, moi, pour le coup, qui capte aussi beaucoup les énergies, quand quelqu'un se dévoile, c'est vrai que, tu vois, ça crée quand même beaucoup de choses. On doit recevoir ce que l'autre nous dévoile. Et c'était plus nerveux que de trouver ça très drôle. Alors, voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai cadeau que tu nous as fait aujourd'hui. Je te remercie du fond du cœur. J'espère te revoir très prochainement parce que j'ai l'impression que tu as plein de choses à nous dévoiler. C'est absolument passionnant. Et merci Christelle parce que c'est un bonheur de t'écouter. Merci à toi Claire et je dois préciser que en effet c'est la première fois que je me livre ainsi, mais je ne pouvais le faire qu'auprès d'une personne qui est vraie. Tout simplement. Merci, ça me touche énormément.